N'as-tu pas Oui, oublié professeur ton épisode de Project X? Oh oui, bien sûr. J'allais oublier, on se retrouve pour l'épisode 4 de Project X et on va parler de l'intégrale 1967. Cette intégrale 67, juste là, elle est toujours écrite par Roy Thomas et toujours dessinée par Werner Roth, un duo qui fonctionne. Et je trouve qu'elle se détache grandement de l'intégrale 66 que je vous avais présentée la semaine dernière. Et elle se distingue en 3 axes majeurs pour moi. Le premier, c'est Mimic, et le problème Mimic dans le groupe X-Men, durant ces 2 premiers numéros. Puis viendra également la relation naissante, mais toujours silencieuse, mais qui commence à grandir entre Jean Grey et Cyclope. Et enfin, ce qui suivra tout le long de cette intégrale durant cette année 67, c'est le facteur 3 ou facteur 3e. Mais avant tout cela, entamons notre excursion dans l'année 67 par la première apparition du Hurleur. Ce mutant irlandais apparaît donc pour la première fois dans le premier numéro de cette intégrale, le numéro 28 de Uncanny X-Men. Son don est de créer avec ses cordes vocales un son sonique qui lui permet de voler et d'attaquer ses ennemis. C'est un tacticien hors pair et même s'il perd face aux X-Men, il reviendra bien plus tard pour faire partie de cette même équipe. Mais pour l'heure, c'est la première menace envoyée par Facteur 3e ou Facteur 3. Durant l'affrontement face au Hurleur et face à son acolyte, l'aide de Mimic fut primordiale pour la victoire. Mimic a été introduit dans l'équipe à la fin de l'année 66 par le professeur Xavier, et on va voir que son intégration n'est pas si aisée que ça. Mimic, un mutant que nous avons déjà rencontré, qui est doué d'absorber les pouvoirs des mutants proches de lui, intègre l'équipe des X-Men à la fin du numéro 27, à la fin de l'intégrale 66. Il est comme le mutant parfait car il regroupe tous les pouvoirs du X-Men plus celui du Professeur X tant qu'il est à proximité d'eux. Son aide sera complémentaire et précieuse aux X-Men, comme nous venons de le voir notamment pour battre le Hurleur. Pourtant, il n'est pas accepté, et il ne fait rien pour, en montrant beaucoup d'arrogance et d'insubordination envers Cyclope et le Professeur X. Il en vient même aux mains avec Cyclope. Le déclic arrivera pour Mimic dans le combat contre le Super Adaptoïde, où il sera l'atout majeur de la victoire. Durant ce combat, face à l'adaptoïde vaniteux, il perd ses pouvoirs et cela lui ouvre les yeux, il quitte alors les X-Men par la petite porte. Le personnage de Mimic étant tellement fort par rapport aux autres X-Men, peut-être que c'était un fardeau à l'écriture pour Roy Thomas, ou tout simplement qu'il était impopulaire auprès des fans, toujours est-il qu'il ne reviendra pas de sitôt dans des épisodes mutants. Durant cette année 67, on a également beaucoup plus de relations extérieures à l'école de Xavier, et notamment le vendredi soir quand les X-Men sortent, et cela renforce l'existence d'un monde autour des X-Men et permet au lecteur de s'identifier beaucoup plus à ces mutants. Et au sein de ces relations, celle qui va nous intéresser particulièrement, c'est celle de Jean avec ses prétendants masculins, et notamment le fameux Cyclope. Warren et Scott se battent depuis quelques numéros pour conquérir la belle mutante, même si dans son cœur elle se sent déjà liée à Cyclope. Mais ce dernier ne veut pas l'approcher, s'ancrant dans sa solitude, ayant peur de la blesser avec ses yeux. Ajoutons à cela le très beau Ted, compagnon de fac de Jean, et vous retrouverez avec un nombre impressionnant de prétendants pour partager la vie de Jean. Pour autant, dans l'intégrale, Warren se lassera de faire la cour à Marvel Girl, et retrouvera un amour de jeunesse en la personne de Candy. Ted, lui, ne semble pas préoccupé par Jean, et elle n'a en tête que Cyclope au fil des numéros. Tous deux se rapprochent timidement au fil de cette intégrale, et on commence à les voir en duo dans certains combats ou dans certaines scènes. Une affinité qui va croître entre les deux, mais qui ne révélera pas encore leur amour. Pour cela, il faudra attendre Neil Adams, comme nous verrons par la suite. Mais l'amour ne se trouve pas qu'entre Cyclope et Marvel Girl. Même Bobby, le jeune Iceberg, trouvera l'amour avec Zelda, qui lui fera son premier baiser. Finalement, Iceberg n'a pas de cœur de glace. C'est donc un peu l'intégrale du love, cœur infini. Mais revenons à l'essentiel et au facteur 3 ou facteur 3e. Le Hurleur, après avoir affronté nos X-Men pour le compte de Facteur 3, se retourne contre eux et part rechercher le QG de l'organisation. Pendant ce temps, les X-Men continuent leur vie,
jusqu'au moment où le professeur Xavier tente de sortir du coma son demi-frère, K1 Marco, dit le Fléau. C'est à ce moment que le facteur 3e ou facteur 3 fait son entrée subtilement en perturbant le processus de réveil de K1, conduisant au transfert du pouvoir psy de Xavier dans K1, et le prof se retrouve inanimé tandis que K1 Marco, dit le Fléau, est de nouveau bien vivant, prêt à attaquer les X-Men. Le Fléau est trop fort pour nos X-Men, et une fois le combat remporté, au lieu de les achever, le facteur 3 le contacte et il s'enfuit pour retrouver ce fameux facteur 3. Nos mutants partent à la recherche du Fléau pour essayer de réveiller le professeur Xavier, qu'ils retrouvent inanimé après le combat. Dans ce jeu du chat et de la souris, les X-Men en sortent gagnants, empêchant le Fléau de rejoindre les rangs de facteur 3, mais cette organisation ne s'avoue pas vaincue et arrive à kidnapper le professeur X. Mais où est donc le professeur X? Quel est le but de cette organisation? C'est ce que nous allons voir maintenant. Abattus, mais déterminés, nos X-Men partent à la recherche du prof. Une recherche où ils affronteront tour à tour l'homme taupe, puis Spider-Man dans un quiproquo encore provoqué par Facteur 3ème. Mais l'aide viendra du Hurleur qui arrive à localiser le QG de l'organisation avant de se faire kidnapper. Après avoir trouvé les fonds nécessaires, ils arrivent à voyager jusqu'à Bonport, mais là ils seront cueillis par l'organisation et se retrouveront prisonniers et jugés devant un tribunal constitué des mauvais mutants qu'ils avaient battus, Unus, le Vanisher, le Cerveau et le Colosse. Ils font également la rencontre de Mimeto et du Maître Suprême, le Mutant Master. Le Mutant Master explique le but réel de toutes ces manigances. Il veut retourner dans le contexte de guerre froide les deux blocs Est et Ouest contre eux, afin de créer une guerre nucléaire dont seul l'Homo supérieur arrivera à s'en sortir, en étant la troisième force face à ces deux blocs, le facteur 3ème. Les X-Men s'échappent de justesse du QG où ils étaient emprisonnés, pour essayer d'aller avertir les dignitaires des blocs russes et américains. Pour autant, aucune réaction des deux blocs, qui l'un et l'autre attaquent les X-Men en croyant que ce sont des fous. Dans cette course contre la montre, ils affronteront les mauvais mutants que sont le Colosse ou Unus. Ils arriveront après tous ces combats dans le QG principal où se trouve le Mutant Master pour aller délivrer le Professeur X et le Hurleur. Mais le Mutant Master n'a pas dit son dernier mot. Il ne relâche pas la pression et envoie ses androïdes même contre ses propres alliés, et c'est ainsi que, unis entre mauvais mutants, X-Men, Hurleur et Professeur X, ils arrivent à défaire le Mutant Master et à sauver l'humanité à quelques secondes près. Ce qui m'a réellement plu dans cette histoire et dans cette intégrale, c'est un récit qui est réellement ancré dans les années 60 et notamment dans la guerre froide, dans la réalité pure et dure de la guerre froide, et l'organisation, le montage qu'a fait Roy Thomas tout au long des épisodes pour arriver au grand final du dernier épisode est très bien faite. Et si on devait résumer cette année-là, Roy Thomas arrive à faire prospérer l'équipe dans et en dehors de l'école, à s'exporter également en Europe, notamment pour aller affronter Facteur 3. Les histoires gagnent en suspense encore, on sent vraiment une volonté de s'inscrire sur le long cours, et ce sont autant d'éléments, finalement, qui vont permettre à Roy Thomas de commencer à écrire sa légende dans les X-Men, et ce cru 1967 est une très bonne année que je vous recommande fortement de lire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci si vous me suivez. Si vous likez, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Allez liker ma page YouTube, ma page Instagram. Je vous conseille également aussi de retourner en librairie, c'est enfin ouvert, donc allez retourner voir vos commerces, vos comic books préférés. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, salut!